Je propose Madame le Maître comme secrétaire de séance. Bonjour à tout le monde. Les procurations, j'ai la procuration de Mylène Barra pour Madeleine Le Carvalès. Je demande à Monsieur Chambon si Monsieur Chambon se joindra à nous ou pas. Normalement, il devrait être là. Donc, pour être honnête, j'ai pas de procuration. Je pense qu'il va arriver en retard. D'accord. Approbation des procès-verbaux des séances du 26 février 2026 et du 20 mars 2026. Pour celle du 26 février 2026, seuls ceux qui siégeaient dans l'ancien conseil municipal vont voter. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité des votants. Concernant la séance du 20 mars 2026, même chose, y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Alors, décision du maire. Dans le cadre des délégations qui lui ont été données par le conseil municipal, Claudine Vassas-Negerie a pris les décisions suivantes. Décision du 25 février 2026. Suite à une consultation, attribution du marché achat et livraison de fournitures de bureaux et ramettes de papier divisé en deux lots. Lot numéro 1, fourniture de bureaux attribuée à la société Au Bureau Montpellier pour un montant maximum hors taxe annuel de 6 000 €. Lot numéro 2, ramettes de papier attribuées à la société SAS Lacoste pour un montant maximum hors taxe annuel de 5 000 €. Pour chaque lot, le marché est conclu jusqu'au 31 décembre 2026. Il est ensuite reconductible 2 fois pour des périodes d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2028 maximum. Décision du 4 mars 2026. Suite à une consultation, attribution du marché de maîtrise d'œuvre pour la restauration des dépendances du château à Frédéric Fior, architecte du patrimoine, pour un montant de 238 600 €. Décision du 9 mars 2026. Préemption en révision de prix d'un appartement constituant le lot 1 de la copropriété 6 au 134 chemin de la Pierre Bleue sur la parcelle cadastrée AR 0013 au prix de 10 000 €. Le prix demandé par le propriétaire était de 130 000 €. C'est un secteur qui est à l'étude et c'est la raison pour laquelle il y a eu une préemption en révision de prix. Je vous propose de prendre acte de ces décisions. Point numéro 3. Désignation des représentants de la commune auprès des organismes extérieurs du CCAS et de la CAO. Suite aux élections qui ont entraîné le renouvellement général du conseil municipal, il convient de désigner des représentants de la commune dans plusieurs organismes extérieurs. La désignation du membre du CCAS doit obligatoirement se faire à bulletin secret. Pour ce qui est des autres nominations, à moins que quelqu'un exige que les votes soient faits à bulletin secret, je propose au conseil de les faire à main levée. Donc on vote qui est contre, qui s'abstient, unanimité, donc nous allons donc voter à main levée. Nous allons donc procéder aux diverses nominations successives ainsi. Civum Bérange Cadoul et Salaison. C'est le Civum qui regroupe le syndicat de restauration du Bérange, le Civum de la Farigoule, c'est-à-dire la maison de retraite, et le CIAD, le Civu du Centre et Réforme d'Espierre, et anciennement le Civum des Trois-Rivières, qui n'existe plus d'ailleurs, le Civum des Trois-Rivières, enfin, la compétence nacelle n'existe plus. Je vous propose les candidatures suivantes. Titulaire, Chantal Pouzet et... Bonsoir, monsieur Chambon. Titulaire, Chantal Pouzet et moi-même. Suppléant, Jean-Pierre Lacroix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Syndicat Héros-Énergie. La commune adhère au syndicat mixte d'énergie du département de l'Hérault, qui se dénomme donc Héros-Énergie.
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant auprès de cet EPSI. Je vous propose la candidature de Madeleine Lecoeur-Babès en tant que délégué titulaire et de Fabrice Candelier en qualité de suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Conseil d'évaluation des transferts de charges de Montpellier Méditerranée Métropole, la CLECT. Je vous propose la candidature de Pascal Mandelbaum en tant que délégué titulaire en tant que délégué titulaire et la candidature de Marisol Sonneau en qualité de suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. SA3M, Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole. Je rappelle que c'est la SA3M qui s'est occupée entre autres de l'aménagement de la ZAC des Sorèdes. Je vous propose ma candidature pour représenter la commune dans les différentes instances de cet organisme. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. L'OFS, organisme de foncier solidaire, et la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Je vous propose ma candidature pour représenter la commune au sein du Collège des collectivités publiques à l'Assemblée générale de la SIC. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On attaque maintenant les écoles. Conseil d'école de l'école élémentaire publique Marcel Pagnol. Je vous propose les candidatures suivantes. Titulaires, Marisol Sonneau et Myriam Remaoun. Suppléants, David Moreno et Nawel Diaz. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Conseil d'école de l'école primaire publique du Chat-Perché de la Guesse. Je vous propose les candidatures suivantes. Titulaires, Marisol Sonneau et Myriam Remaoun. Suppléants, David Moreno et Nawel Diaz. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Conseil d'administration de l'école privée Sainte-Marie. Dans cette école, il n'y a qu'un seul représentant. Je vous propose donc la candidature de Marisol Sonneau. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Conseil d'administration du collège. Je vous propose les candidatures en tant que titulaire de Marisol Sonneau et Myriam Remaoun, en tant que suppléant Frédéric Descotte et Nawel Diaz. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Conseil d'administration du comité des fêtes. On passe dans un registre un petit peu différent. Je vous propose les candidatures de Jean-Pierre Lacroix, Éric Padilla et Thierry Guibal. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Allez. Association Les Jardins de l'Espoir. C'est l'association qui gère les jardins partagés à Font-d'Espia. Je vous propose les candidatures de Chantal Crouzet, Marie-Hélène Rongier et Cathy Pelletier. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Association du tennis club. On a un membre au bureau du tennis club. Je vous propose la candidature de Christophe Vialon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Association Les Amis du Château. Par contre, je souhaite signaler que je me déporte sur ce vote, puisque je suis membre encore du comité directeur du tennis club. On entend. Donc voilà, qu'il ne soit pas inscrit. Oui, ok. La salle. Non, pas de souci. On l'ajoute au PV. Merci en tout cas, M. Julien, de votre intervention. Association Les Amis du Château. Je vous propose les candidatures de Madeleine Lecoeur-Babès, Sandrine Alexandre, Cathy Pelletier, Marie-Hélène Rongier et Éric Padilla. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Association Le Verger Partagé. Je vous propose la candidature de Mylène Barra. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Prévention routière. Je vous propose la candidature de Frédéric Descotte. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Agence locale de l'énergie et du climat. Je vous propose la candidature de Madeleine Lecoeur-Babès. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Le relais petite enfance. Le relais petite enfance regroupe les communes de Jacou et de Castries. Il compte une centaine d'assistantes maternelles. Un comité de gestion se réunit au moins une fois par an pour suivre l'activité du RPE. Il convient donc de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant de la commune pour siéger dans ce comité.
Je vous propose la candidature de Chantal Crouzet en tant que représentant titulaire et la candidature de Yann Reynaud en tant que suppléant. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission d'appel d'offres, commission de délégation des services publics et commission des marchés. La commission d'appel d'offres et la commission des marchés sont composées des mêmes membres. C'est le montant du marché qui détermine la commission compétente. Elles comprennent, en plus du président, 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le groupe d'opposition aura donc un membre titulaire qui siégera à ces commissions et un membre suppléant. La commission de délégation de services publics a la même composition. La commission d'appel d'offres, la commission de délégation de services publics et la commission des marchés seront présidées par Pascal Mandelbaum. M. Julien souhaite siéger dans ces commissions en tant que titulaire et M. Chambon en tant que suppléant. Nous avons donc accédé à cette demande. Je vous propose donc pour la composition de ces 3 commissions les candidatures suivantes. Titulaire, Mme Madeleine Lecoeur-Babès, M. Fabrice Candelier, Mme Marie-Isabelle Gérald-Desmestre, M. Frédéric Descotte et M. Nicolas Julien. En suppléant, M. Christophe Vialon, M. Yann Reynaud, M. David Reynaud, Mme Myriam Remaoun et M. Loïc Chambon. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Composition d'équipe pluridisciplinaire. Je vous propose les candidatures de Chantal Crouzet et de Yann Reynaud. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Commission de suivi de site pour l'ISDND. C'est l'installation de stockage des déchets dangereux et surtout désormais de la carrière GSM. En fait, il y a un suivi sur l'ancienne décharge qui se situe route de Guzarde. Une commission qui se réunit tous les ans, mais c'est surtout pour la carrière qui, elle, est en cours d'exploitation. Voilà. Il y aura un suivi pendant de nombreuses années encore. Je vous propose ma candidature en tant que représentant titulaire de la commune et la candidature de Madeleine Lecoeur-Babès en tant que suppléante. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Désignation d'un correspondant défense. Cet élu a vocation à développer le lien armée-nation. Il est à ce titre pour sa commune l'interlocuteur privilégié des autorités militaires et civiles du département et de la région en matière de défense. Je vous propose la candidature de Frédéric Descotte. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Désignation d'un correspondant communal de sécurité routière. La délégation nationale de sécurité routière a souhaité que dans chaque commune soit désigné un élu comme référent en la matière, à la fois susceptible de veiller à la prise en charge de cette priorité sur différents axes d'action. Je vous propose la candidature de Frédéric Descotte. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Centre communal d'action sociale. Avant de désigner les délégués de la commune qui siégeront au conseil d'administration du CCAS, il convient d'en fixer le nombre par délibération. Le conseil d'administration du CCAS comprend, en plus du président, un nombre égal des membres élus en son sein par le conseil municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. C'est l'article R123-8 du Code de l'action sociale et des familles. Et il comprend également des membres représentant diverses associations familiales ou sociales nommées par le maire. Jusqu'à présent, ce conseil d'administration était composé, en plus du président, de 12 membres, 6 élus et 6 non-élus. Je vous propose de garder cette composition. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Les 6 membres élus par le Conseil ne sont à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le groupe d'opposition aura donc un siège. En conséquence, la répartition sera la suivante. Groupe Castries-Cœur, 5 sièges. Groupe Castries-Autrement, 1 siège. Je suis président de droit du CCAS. M. Julien ayant fait savoir qu'il souhaitait siéger au CCAS, je vous propose donc de désigner, au titre du groupe majoritaire, Chantal Crouzet qui sera vice-présidente, Yann Reynaud, Cathy Pelletier, Christophe Vialon et Marie-Hélène Rongier. Au titre du groupe d'opposition, Nicolas Julien. Afin de faciliter le travail de l'administration, mais également dans un esprit républicain et d'ouverture, nous avons décidé de faire liste commune. Il n'y aura donc qu'une seule liste. Nous avons préparé des bulletins de vote qui vous sont distribués. Il va être procédé au vote à bulletin secret. Oui.
Si quelqu'un veut s'abstenir, on n'a pas fait de bulletin blanc, simplement par souci environnemental. Vous pouvez mettre une enveloppe vide s'il est. Voilà. L'urne, elle est biodégradable. C'est une première en France. Liste commune. 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 Commune. Liste commune. Liste commune. Liste commune. Commune. Liste commune. 29. La liste est adoptée donc avec 29 voix. Point numéro 4, constitution et composition des commissions municipales.
Il vous est proposé d'approuver la constitution des 8 commissions suivantes. Commission éducation, enfance et jeunesse, commission ressources humaines et financières, commission solidarité, commission culture et patrimoine, commission sport, vie associative et animation de la ville, commission urbanisme, environnement et travaux, commission sécurité et prévention, commission engagement citoyen. Je vais devoir rapidement convoquer ces commissions. Dès la première réunion, chaque commission éligira un vice-président qui pourra alors lui-même les convoquer et les présider. Il nous faut également décider comment vote constituer ces commissions. Je propose 9 membres par commission, à l'exception de la commission ressources humaines et finances, qui en comptera 11. Au regard des textes, 9 sièges sont réservés au groupe d'opposition parmi les 8 commissions énumérées ci-dessus. Donc, cette commission a un élu d'opposition et une commission a 2 élus. Monsieur Julien nous a fait parvenir la répartition du groupe d'opposition dans les différentes commissions. Je vais donc vous énoncer la composition des différentes commissions. Commission éducation, enfance et jeunesse qui sera présidée par Marisol Senot. Donc Marisol Senot, Pascal Mandelbaum, Vanessa Lemestre, Myriam Remaoun, Nawel Diaz, Pauline Avance, Cathy Pelletier, Thierry Guibal et Audrey Zéphir. Commission ressources humaines et finances qui sera présidée par Pascal Mandelbaum. Marisol Senot, Pascal Mandelbaum, Chantal Crouzet, Jérôme Cabrol, Madeleine Lecoeur-Babès, Frédéric Descottes, Mylène Barra, Yann Reynaud, Fabrice Candelier, Nicolas Julien et Loïc Chambon. Commission solidarité qui sera présidée par Chantal Crouzet. Chantal Crouzet, Jérôme Cabrol, Yann Reynaud, Sandrine Alexandre, Cathy Pelletier, Christophe Vialon, Manon Catalan, Marie-Hélène Rongier et Catherine Navarro. Commission culture et patrimoine qui sera présidée par Chantal Crouzet également. Chantal Crouzet, Jean-Pierre Lacroix, Sandrine Alexandre, Myriam Remaoun, Éric Padilla, Marie-Isabelle Giraldez-Mestre, Manon Catalan, Marie-Hélène Rongier et Catherine Navarro. Commission sport, vie associative et animation de la ville qui sera présidée par Jérôme Cabrol. Jérôme Cabrol, Jean-Pierre Lacroix, Sandrine Alexandre, David Moreno, Nawel Diaz, Éric Padilla, Christophe Vialon, Kylian Caragus et Loïc Chambon. Commission urbanisme, environnement et travaux qui sera présidée par Madeleine Lecoeur-Babès, Marisol Senot, Pascal Mandelbaum, Madeleine Lecoeur-Babès, Frédéric Descottes, Mylène Barra, David Moreno, Marie-Isabelle Giraldez-Mestre, Fabrice Candelier et Nicolas Julien. Commission sécurité et prévention qui sera présidée par Frédéric Descottes, Marisol Senot, Frédéric Descottes, Nawel Diaz, Pauline Avance, Éric Padilla, Marie-Isabelle Giraldez-Mestre, Kylian Caragus, Thierry Guibal et Loïc Chambon. Commission engagement citoyen qui sera présidée par Mylène Barra, Madeleine Lecoeur-Babès, Mylène Barra, Vanessa Lemestre, Jean-Pierre Lacroix, David Moreno, Cathy Pelletier, Manon Catalan, Fabrice Candelier et Audrey Zéphir. Il vous est demandé d'approuver la création de ces commissions et la composition des commissions municipales comme je viens de vous l'énoncer. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Par ailleurs, l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales stipule que le conseil municipal doit établir son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent l'installation. Je vous propose de créer une commission composée de 9 membres, dont 8 du groupe majoritaire et 1 du groupe d'opposition. Au titre du groupe majoritaire, je vous propose Marisol Senot, Pascal Mandelbaum, Chantal Crouzet, Jérôme Cabrol, Madeleine Lecoeur-Babès, Frédéric Descottes, Mylène Barra et moi-même. Monsieur Julien, qui souhaitez-vous désigner pour cette commission? Nicolas Julien. Ok. Je vous demande donc d'accepter la création d'une commission pour l'élaboration du règlement intérieur du conseil municipal et d'en approuver la composition. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Point numéro 5. La délégation donnée au maire par le conseil municipal. Non, ça c'est la fixation des noms. Merci. Alors, c'est une délégation que l'on vote toujours en début de mandature. Conformément à l'article L2122-22 du CGCT pour faciliter la gestion des affaires communales, il vous est proposé de donner délégation au maire
pour la durée de son mandat et en vue de... Là, je vais vous énumérer toutes les délégations, il y en a pour un certain temps ou un temps certain. En tout état de cause, ce n'est pas donner un blanc-seing au maire. À chaque fois qu'une décision sera prise dans ce cadre-là, je suis obligé d'en référer au conseil municipal suivant. Donc, arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par le service public municipal et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal dans la limite de 1 000 € par occupation et par an. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. Procéder, dans la limite fixée par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L 1618-2 et au A de l'article L 2221-5-1 sous réserve des dispositions du C de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. 4. De prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. 6. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités du sinistre y afférent. 7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. Accepter les dons et legs qui sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. Décider de l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires et huissiers de justice et experts. 12. Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, c'est-à-dire les domaines, les montants des offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes. 13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L211-2 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même Code, sans autre condition particulière que celle fixée par la loi. 16. Intenter au nom de la commune des actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 €. 18. Donner en application de l'article L 324-1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal. 20. Exercer ou déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune sans autre condition particulière que celle fixée par la loi, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du même Code. 21. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 22. Procéder dans la limite fixée par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. 23. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 24. Ouvrir à organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article 123-19 du Code de l'environnement. 25. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L 2123-18 du présent Code.
Conformément à l'article L2122-23 du CGCT, le maire informera le conseil municipal des décisions qu'il a prises dans le cadre des délégations reçues. Pour la réalisation d'emprunts, point numéro 3, les limites doivent être fixées par le conseil municipal. Il vous est proposé de fixer ces limites de la façon suivante. Pour les emprunts pourront être dans la limite d'un montant de 2 500 000 € par emprunt, à court, moyen ou long terme, libellé en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, avec taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable, à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs caractéristiques ci-après. Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de plans d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La faculté de modifier la devise. La possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt. La faculté de modifier la périodicité du profil de remboursement. Par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. Les opérations financières utiles à la gestion des emprunts. Le maire pourra, durant toute la durée de son mandat et dans les conditions et limites fixées ci-après, réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer à cet effet les actes nécessaires. Il pourra procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice, selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les conditions et limites fixées ci-dessus. Plus généralement, il pourra décider de toute opération financière utile à la gestion des emprunts. Les ouvertures de crédit de trésorerie. Point numéro 19. Le maire pourra, pendant toute la durée de son mandat et dans les limites fixées ci-après, procéder à la souscription d'ouverture de crédit de trésorerie et passer à cet effet les actes nécessaires. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, dans la limite d'un montant annuel de 500 000 € à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, et comporteront un ou plusieurs index parmi les suivants: Eonia, T4M, Euribor ou un taux fixe. En ce qui concerne les éventuelles actions en justice, point numéro 16, il convient de définir les cas dans lesquels le maire reçoit délégation. Voici ce qui vous est proposé. Ces cas s'entendent tant dans les actions intentées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire que de l'ordre administratif. Ils concernent les contentieux des PLU et de tous les documents d'urbanisme concernant le territoire de la commune, et ce, à tous les stades de diverses procédures d'élaboration. Les infractions à la législation de l'urbanisme, des monuments historiques et des plans instaurant des servitudes en vue de la protection des risques naturels ou technologiques, et ce, au moyen de plaintes avec constitution de partie civile ou citation directe avec constitution de partie civile. Les autorisations et les activités de services décentralisés, que la défense soit assurée directement ou par l'intermédiaire de la mise en jeu d'une assurance adaptée. Les recours liés aux conditions de forme ou de fond, des délibérations du conseil municipal, des décisions et arrêtés municipaux, ainsi que tous les actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Les instances concernant les contrats de la commune, tant dans le cadre des marchés publics que dans le cadre des délégations de services publics, concessions de services publics et contrats d'affermage, etc. Et ce, à tous les stades de la passation et de l'exécution. Les contentieux mettant en cause les finances de la ville. Les affaires liées à l'occupation du domaine privé ou public de la commune. Les contentieux concernant les autorisations d'ouverture de commerce, les soldes ou les ventes en liquidation. Les affaires liées aux travaux publics de la commune et au marché de travaux. Les affaires liées à des travaux ou projets à proximité de la commune ou ayant une influence sur la commune. Les affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la commune ou de ses mandataires, soit en la défendant directement, soit en mettant en jeu une assurance adaptée. Les contentieux des expropriations à tous les stades de la procédure, y compris pour les actes administratifs n'émanant pas de la commune, entre autres les déclarations d'utilité publique, les arrêtés de cessibilité, les ordonnances d'expropriation.
Les affaires concernant la gestion du domaine privé de la commune et les conventions qui la lient à des tiers dans ce cadre, les affaires amenant contestation des titres exécutoires, les contentieux liés à la gestion du personnel municipal. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Julien? Juste une explication de vote. Nous allons nous abstenir puisque, bien évidemment, nous ne faisons pas un blanc-seing au maire de cette commune actuellement. Et nous aurons une vigilance particulière dans l'exercice, Monsieur le maire, de votre délégation en ce qui concerne le droit de préemption et son utilisation pour les opérations qui suivront ce droit de préemption. Et nous avons confiance en votre administration pour ne pas contracter un emprunt dans des devises exotiques, puisque vous avez la délégation également. Soyez rassurés, Monsieur Julien, vous le savez, nous gérons en bon père de famille ce genre de choses-là. Et comme je vous le disais en préambule, l'ensemble des décisions prises sont rapportées au conseil municipal suivant, donc vous pourrez faire état de vos remarques à ce moment-là. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste est pour. Point numéro 6, fixation des indemnités de fonction des élus. L'attribution d'indemnités de fonction aux élus locaux est réglementée par les articles L2123-20 à L2123-24-1 et R2123-23 du Code général des collectivités territoriales. Conformément à ces dispositions, il vous est proposé d'adopter le principe de répartition entre le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués de l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d'être allouées. Je vous rappelle que lors de l'installation du conseil municipal, nous avons fixé à 7 le nombre d'adjoints. Nous aurions pu avoir 8 adjoints comme le prévoit la loi. Nous avons fait le choix de 7, mais nous avons également fait le choix d'avoir des conseillers municipaux délégués. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vous rappelle les délégations de chaque adjoint. Marisol Sonneau, première adjointe déléguée à l'éducation, l'enfance et la jeunesse, ainsi qu'à la valorisation et à l'embellissement des espaces publics. Monsieur Pascal Mandelbaum, délégué aux ressources humaines et financières, à la commande publique et au numérique. Madame Chantal Pouzet, troisième adjointe déléguée aux solidarités et à la culture. Monsieur Jérôme Cabrol, quatrième adjoint délégué à la vie associative, au sport et à l'animation de la ville. Madame Lecoeur-Babès, cinquième adjointe déléguée à l'urbanisme et l'environnement, la planification urbaine, la politique foncière, l'aménagement du territoire, au suivi des projets d'habitat et à la transition énergétique. Monsieur Frédéric Descotte, sixième adjoint, délégué à la sécurité, la tranquillité publique, la prévention, la résilience et au devoir de mémoire. Madame Mylène Barra, septième adjointe, déléguée à l'engagement citoyen et à la communication. Il y a donc également 7 conseillers municipaux délégués. Monsieur Yann Reynaud, conseiller municipal délégué au personnel communal, au dialogue social et à la formation aux conditions de travail. Il travaillera auprès de Pascal Mandelbaum. Madame Vanessa Lemestre, conseillère municipale déléguée au développement économique, aux relations avec le commerce artisan, au commerce de proximité, aux cérémonies citoyennes. Elle travaillera auprès de Madame Mylène Barra. Monsieur Jean-Pierre Lacroix, conseiller municipal délégué aux festivités, aux traditions et au marché. Il travaillera auprès de Jérôme Cabrol. Madame Sandrine Alexandre, conseillère municipale déléguée à la programmation culturelle et au patrimoine. Elle travaillera auprès de Madame Chantal Pouzet. Monsieur David Moreno, conseiller municipal délégué aux travaux, il travaillera auprès de Madame Madeleine Lecoeur-Babès. Madame Myriam Remaoun, conseillère municipale déléguée au conseil municipal des jeunes et au jumelage, elle travaillera auprès de Madame Marisol Sonneau. Monsieur Nawel Diaz, conseiller municipal délégué à la prévention, à la sensibilisation et au relais auprès de la jeunesse. Il travaillera auprès de Monsieur Frédéric Descotte. Les arrêtés de délégation correspondants ont été signés hier. Fixation de l'enveloppe. Pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, la réglementation prévoit une indemnité mensuelle de 58,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est à ce jour de 2 396,43 € brut pour le maire. Une indemnité mensuelle de 23,32% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est à ce jour de 958,57 € par adjoint,
soit un total de 10 065 € par mois. Voici la répartition que je vous propose. 58,3% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique pour le maire. Cette indemnité est de droit, elle ne fait pas l'objet du vote. 19,7% de l'indice brut terminal à l'échelle indiciaire de la fonction publique pour chaque adjoint. 6,95% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, qui est à ce jour de 285,68 centimes pour chaque conseil municipal délégué. C'est la totalité de l'enveloppe disponible. Je mets aux voix les indemnités des adjoints maires, des conseillers. Pardon, excusez-moi, quelqu'un a une remarque. Je mets aux voix les indemnités des adjoints maires et des conseillers municipaux, comme je viens de vous le préciser. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Cette approbation du règlement budgétaire et financier, je laisse la parole à M. Mandelbaum. Monsieur le maire, merci. Donc la nomenclature budgétaire et comptable M57 implique l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l'organisation financière et la présentation des comptes locaux. Un règlement a donc été élaboré par les services administratifs. Il rappelle les principes de la comptabilité publique et décrit les processus financiers internes mis en œuvre par la commune dans le respect du Code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable, avec l'objectif de les suivre le plus précisément possible. Il permet également d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs en présence. Le règlement budgétaire et financier peut servir de référence à l'ensemble des questionnements émanant des agents de la commune et des élus municipaux dans l'exercice de leurs missions respectives. Ce règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l'évolution des dispositions législatives et réglementaires. Il sera prévu à chaque nouvelle mandature. Il vous est demandé d'adopter le règlement budgétaire et financier de la ville de Castries qui vous a été adressé avec la convocation à cette séance. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de rallumer le micro. Point numéro 8, le débat d'orientation budgétaire. On va vous présenter un PowerPoint. Je vous le rappelle, on ne vote pas le débat d'orientation budgétaire. Je vais laisser la parole à M. Mandelbaum qui va vous présenter la première partie du document. Et ce que je vous propose, c'est que nous débattions en fin de présentation du document. Merci, monsieur le maire. Donc, conformément à l'article L1612-26 du Code général des collectivités territoriales, donc un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, doit être présenté au conseil municipal dans un délai de 10 semaines précédant l'examen du budget. Ce rapport, qui est transmis en annexe, donnera lieu à un débat. Comme l'a dit monsieur le maire, le conseil devra prendre acte de ce débat par une délibération spécifique. Et on peut commencer avec la présentation. Donc, rappeler un peu les éléments de contexte. Alors, les éléments de contexte, donc des conflits internationaux majeurs aux conséquences incertaines pour les collectivités. On l'a vu, nous, dans la dernière mandature, les guerres en Ukraine notamment, et maintenant au Moyen-Orient. Ça peut avoir des conséquences sur le budget, notamment par le prix de l'énergie en hausse. Un contexte aussi économique et national incertain, donc la loi de finances 2026 qui a été votée très tardivement, avec les opérateurs de l'État qui n'ont pas encore leur notification budgétaire à ce jour. Une inflation par contre qui ralentit, 0,9 en 2025, c'était 2,3 en 2024. Et donc le redressement nécessaire des comptes publics, objectif de déficit à 5%, on n'y est pas encore, mais c'est toujours un objectif.
et donc des collectivités partenaires qui doivent faire des économies, ça nous est demandé tous les ans, donc avec une baisse de certaines subventions. On doit y faire face aussi. Donc, les points essentiels de la loi de finances 2026, donc les dotations restent stables, on en parlera peut-être un petit peu quand on va vous présenter deux graphiques. Donc, pour Castries, ça reste stable. La commune de Castries ne sera pas concernée par le DIFICO, c'est un terme un peu technique, c'est un fonds de réserve, en fait, qui sert au redressement des comptes publics et qui nous est remis 5 ans ou 3 ans maintenant, un peu plus tard. Ce qu'il y a, c'est qu'on est toujours prudent avec ce DIFICO puisque les règles changent et quand on doit nous restituer l'argent, si les règles changent, en général, on ne remet pas ce qu'on a mis en réserve. Donc on est toujours un peu nous-mêmes réservés sur ce DIFICO, mais bon, on n'est pas concerné, donc c'est une bonne nouvelle. Donc il y a une revalorisation des bases fiscales de 0,8% par le projet de loi de finances, hein. Pas d'augmentation des taux d'impôt pour Castries. Et à Castries, les bases évolueront davantage avec de nouvelles constructions. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Évolution donc, du taux de cotisation de la retraite avec 3 points de plus, soit près de 10% d'augmentation de la cotisation. Et pour Castries, ça revient à 50 000 €, une charge que l'on n'avait pas en 2025. On maintient le taux de fonds de compensation TVA qui est à 16,4. Donc ça aussi c'est bien. Hein. Donc on récupère de la TVA 2 ans après nos investissements. Donc ça, le taux est resté le même. Hein. Ça peut jouer en fonction de... C'est pas nous qui décidons du taux. Alors, nous avons eu donc un exercice 2025 qui était très positif, avec un très bon résultat, qui nous dégage de l'autofinancement, toujours très bon pour une commune. Par contre, dans ce débat d'orientation budgétaire, on tient à rappeler 2 recettes exceptionnelles en 2025. Donc, c'est la dernière livraison de la ZAC des Sorèdes et du foncier, place du cartel. Ces 2 opérations faisant un montant de 650 000 €. C'est une recette que nous n'aurons pas en 2026, nous le savons. Nos ratios d'épargne à Castries sont très bons. Donc, un taux d'épargne brut, c'est de 20%, celui de l'épargne nette est supérieur à 12%. Donc, c'est des questions pour y répondre, mais bon, c'est des taux d'épargne qui sont très bons. Avec un endettement qui est très maîtrisé, hein, puisque en début 2026, l'encours de la dette est de 7 400 000 environ. Il sera de 6 900 000 en fin 2026, car il n'y aura pas, on vous l'annonce aujourd'hui, il n'y aura pas de nouvel emprunt en 2026. Donc une année qui nous permet de débuter le mandat avec une très bonne situation financière. Alors, des dépenses contenues qui augmentent légèrement. Les attributions de compensation métropole, donc il y a un pacte financier qui s'est mis en place lors du dernier mandat, il va continuer dans ce mandat, donc avec un besoin de rattrapage et de financement dans l'augmentation des kilomètres de voirie. Hein, quand on a fait le transfert de charges, Castries n'était pas tout à fait le Castries d'aujourd'hui, donc ce pacte financier permet de réviser l'agrandissement des communes. Les charges de personnel en augmentation autour de 3%, donc ça c'est, je vous parlais, hein, donc l'augmentation de 3 points là, de la cotisation retraite, et après il y a aussi l'augmentation normale des carrières des agents, hein, c'est sans même l'augmentation des 3 points de cotisation, les charges de personnel augmentent toujours un peu tous les ans. Et on aura aussi dans les charges de personnel probablement une augmentation du nombre d'animateurs, puisque nous avons plus d'enfants dans les centres aérés et dans les accueils périscolaires. Pour les charges à caractère général, on prévoit une augmentation autour de 2%, ce qui correspond à l'inflation environ. L'augmentation des frais financiers, donc ça c'est les intérêts, hein, puisque c'est lié au dernier emprunt qu'on a fait en fin 2025. Et nous avons une participation au CCS que nous aurons aussi en 2026 pour le même montant.
Nous avons une fiscalité dynamique, donc des dotations d'augmentation, mais de 3%. On a des années où ça a été plus, on est monté jusqu'à 7 ou 8%. Donc ça c'est toujours bon pour une commune, et pas pour... c'est pas les impôts de Castries, c'est pas nous qui faisons cette augmentation. Des dotations de l'État stables et des subventions de fonctionnement maintenues. Des prestations de services en baisse, donc pourquoi? Parce qu'on a arrêté la fourniture de repas à l'école Sainte-Marie. On a arrêté l'année dernière, mais là nous passons en année pleine, et donc ça c'est une prestation de service qu'on avait près de l'école, et les recettes donc ne seront plus là en 2026. Alors, on a sur l'augmentation des recettes de fonctionnement, on a fait un petit graphique, l'atténuation des charges, donc ça, je vous donne un peu les définitions, c'est le remboursement sur la rémunération du personnel, notamment les arrêts maladie. Les produits des services, donc ça je vous en parlais, c'est les recettes de cantine et les recettes du centre aéré. Impôts et taxes, notamment le premier impôt dans une commune, la taxe foncière, puisque la taxe d'habitation n'existe plus sauf sur les résidences secondaires. Les dotations et participations, donc la dotation globale de fonctionnement, essentiellement, qui est constituée de notre dotation forfaitaire et notre dotation de solidarité rurale. Nous en reparlerons sûrement dans le budget. La DSR, ces dotations s'élèvent à 204 000 et 543 000, à peu près, plus de 700, à peu près 700 000, et il y a une dernière dotation nationale de péréquation, qui elle se monte à peu près à 16 000 €. Et enfin, les autres produits de gestion courante, notamment le revenu des immeubles. Ça, c'était pour nos recettes. Après, si on regarde l'évolution de nos dépenses, donc des dépenses qu'on regarde de très près, les charges à caractère général, donc ça, nous avons notamment les fluides, donc combustible, eau, électricité, gaz, électricité, eau. Nous avons aussi dans ce chapitre, je vous ai des grands chiffres, parce que on a énormément, mais l'alimentation pour les cantines, 180 000 €, nous avons de la maintenance des équipements, nous avons... voilà. On les regarde de très près, comme les charges de personnel, puisque ça correspond à des dépenses très importantes. Sur ces deux chapitres, ça correspond à des dépenses très importantes pour la commune. Les charges de personnel, j'en ai parlé sur l'augmentation des carrières. L'atténuation de produits, c'est l'attribution de compensation de la métropole. Et les autres charges de gestion courante, ce qui rentre principalement dans ce chapitre, c'est la subvention au CCAS. Donc l'année 2026 en investissement. Donc un point moins fort de l'endettement. Donc le capital de la dette à rembourser. Le capital de la dette à rembourser baisse de 17% en passant à 550 000 €. Des subventions d'investissement certainement moins importantes. Là, en année électorale, c'est un peu difficile de se projeter sur les demandes de subventions. On a une incertitude sur la position des autres collectivités territoriales, la région, le département et la métropole. Nous avons des investissements dans divers secteurs. Donc là, on peut annoncer comme priorité la rénovation du cours complémentaire, les travaux dans divers bâtiments et des équipements et des actions de proximité et des travaux de voirie. Monsieur le maire, c'est pas... Oui, 750 000 € se sont prévus dès cette année. On a décidé d'accentuer l'effort sur cette partie-là qui est extrêmement attendue par les Castriotes. Donc on a prévu un budget effectivement assez conséquent sur ce domaine. Tout ça par les attributions de compensation et le fonds de concours on va donner à la métropole. L'endettement de la commune, un encours de la dette par habitant qui est à 1 039 €, qui dans la strate, on se compare avec des communes de la métropole qui ressemblent un peu à Castries, donc c'est un encours de dette qui est bon. Et peut-être, oui,
bien. Je repasse la parole à Monsieur le maire. Merci Pascal. À partir de la situation financière très solide que Pascal Mandelbaum vient de nous présenter, nous avons construit des orientations 2026 qui s'inscrivent dans une logique à la fois responsable, prudente et tournée vers l'action. Notre objectif est clair, maintenir un haut niveau de service public, poursuivre des investissements utiles tout en préservant durablement les équilibres financiers de la commune. Concrètement, cela se traduit par plusieurs choix structurants. Aucune augmentation des taux d'imposition, aucun recours à l'emprunt en 2026 et un maintien de notre capacité d'autofinancement. Dans un contexte national incertain et contraint pour les collectivités, nous faisons donc le choix de la stabilité et de la maîtrise budgétaire sans renoncer à agir. En matière de cadre de vie, nous poursuivrons une politique ambitieuse mais maîtrisée. Cela passe notamment par une programmation structurée de réflexion et d'entretien de la voirie, comme nous vous le disions tout à l'heure, par la construction avec Montpellier Méditerranée Métropole d'un plan pluriannuel d'investissement cohérent sur la même compétence et d'une vigilance accrue sur les autorisations d'urbanisme afin de préserver durablement les équilibres de notre territoire. Nous resterons également particulièrement vigilants face au phénomène de cabanisation et de dépôts sauvages. Enfin, nous continuerons à déployer des aménagements de proximité qui sont très attendus par les habitants. Concernant les politiques de mobilité et d'accessibilité, notre action s'inscrit pleinement dans les enjeux de transition écologique et de qualité de vie. Nous assurerons un suivi attentif du chantier du bus-tram, qui est un projet structurant pour la commune. Nous serons également incisifs sur les politiques de développement des mobilités douces, avec notamment la liaison cyclable vers Bayargues qui est érigée en priorité. Par ailleurs, une commission communale dédiée à l'accessibilité sera mise en place et une réflexion globale sera engagée sur les conditions de circulation et de stationnement. La sécurité et la tranquillité publique restent des priorités majeures. Nous poursuivrons le renforcement de la présence de la police municipale sur le terrain avec un accent particulier sur la prévention. Le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance sera consolidé et des actions ciblées seront développées à destination des jeunes et des seniors. Enfin, le plan communal de sauvegarde sera actualisé afin d'améliorer notre capacité de gestion des risques. La commune réaffirme également son engagement en faveur d'un service éducatif de qualité. Nous faisons le choix de maintenir l'ensemble des dispositifs périscolaires et extrascolaires tout en adaptant nos équipements scolaires aux enjeux climatiques et énergétiques. Nous continuerons à développer les actions en faveur de la petite enfance, à garantir une restauration de qualité, à accompagner les initiatives du Conseil municipal des jeunes ainsi que du club ado. Dans un contexte social exigeant, nous faisons le choix d'une solidarité active et de proximité. Cela se traduit par le maintien et le renforcement des actions du centre socio-culturel municipal, par le développement de dispositifs à destination des seniors et des aidants, par le renforcement de l'accompagnement à la parentalité et la structuration de l'épicerie solidaire. Nous poursuivrons également les services proposés par France Service et l'accompagnement des publics les plus isolés. Enfin, nous continuerons à favoriser les temps de convivialité essentiels au lien social. La culture et le patrimoine constituent des leviers forts d'attractivité et de cohésion. Nous poursuivrons une programmation culturelle et ambitieuse, accessible tout en valorisant nos traditions locales. Le travail autour du château se poursuivra, notamment en lien avec le projet structurant Château de Lumière qui se fait avec nos partenaires. Les échanges dans le cadre des jumelages seront également renforcés. Le tissu associatif reste un pilier du dynamisme communal. Nous continuerons à soutenir activement les associations pour qu'elles puissent continuer à développer leur offre d'activités riches pour tous les publics. Nous engagerons une réflexion sur la création, la rénovation et la modernisation des équipements associatifs. Les activités par le centre socio-culturel municipal seront également maintenues et développées. Le renforcement du lien avec les habitants constitue un axe majeur de notre action. Nous mettrons en place les nouveaux référents de quartier sur des territoires repensés en adéquation avec leur mission. Nous organiserons des réunions publiques et de quartier régulières. Nous proposerons un budget participatif significatif. Enfin, nous poursuivrons la modernisation de nos outils numériques
notamment le site internet de la commune. Enfin, toutes ces orientations reposent sur une gestion rigoureuse. Nous continuerons à conduire une politique budgétaire fondée sur des investissements soutenables, priorisés et évalués. Le dialogue social avec les agences sera maintenu et renforcé et la commande publique sera conduite de manière exemplaire en intégrant des critères sociaux et environnementaux. Avant de conclure, je tiens à adresser tous mes remerciements à Pascal Manengom, à Jérôme Benoît, le directeur général des services, à Florence Gilly du service finance et surtout à Corinne Gourgaud qui n'a pas compté ses heures pour préparer ce conseil municipal. Pour conclure mon propos, ces orientations traduisent une ligne claire. Agir concrètement pour le quotidien des habitants, préserver nos équilibres financiers et préparer l'avenir de la commune avec sérieux et responsabilité. C'est dans cet état d'esprit que nous vous proposons ce débat d'orientation budgétaire pour 2026. Je donne la parole. Oui, Pascal, je t'en prie. Merci. Je voudrais juste m'associer à ces remerciements, à part pour moi-même, bien sûr. Monsieur Julien. La présentation en bloc conduit un peu à recouper aussi les questions en bloc. Du coup, on en a quelques-unes. Alors la première, c'est, je dirais pas forcément une question, mais une observation qu'on aura au moment de l'adoption du budget. Nous, il nous semble que les recettes telles qu'elles sont prévues sont extrêmement prudentielles et qu'on pense qu'il y a peut-être un petit matelas financier qui est en train de se constituer la commune, ce qui explique les forts excédents à la fin de l'exercice. Pourquoi pas? On verra, mais 8 500 000 € de recettes dans le compte financier unique et 7 500 000 en prévision. Sauf s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais on se fait un petit matelas d'1 million d'euros, rien que dans l'entrée budgétaire, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe et on le regardera au moment de la construction budgétaire. Ça, c'est la première observation. Deuxième élément, là, c'est plus un désaccord de fond. On est une commune qui est en extrême, et tant mieux, bonne situation financière, mais l'avenir, ça se prépare, il faut investir. On trouve que commencer un mandat avec 0 nouvelle autorisation de programme, c'est ce qui est indiqué dans le débat d'orientation budgétaire, et afficher qu'on va faire des investissements derrière, c'est difficile à voir comment ça va pouvoir se faire techniquement. Il faudrait qu'il y ait des autorisations de programme ambitieuses pour porter les investissements de demain, puisque c'est à partir de ces autorisations de programme que peuvent être financés les financements pluriannuels. Donc voilà, c'est des éléments qu'on regardera aussi au moment du budget. Donc ça, c'est un désaccord de fond. D'ailleurs, pas de recours à l'emprunt. Est-ce que c'est un bon choix alors que c'est bien de ne pas avoir d'à-coup dans l'emprunt, de plutôt lisser les recours à l'emprunt et d'avoir une politique d'emprunt qui est linéaire sur l'exercice de la mandature. Donc voilà, des réserves en particulier concernant la nature et le montant des investissements, et ensuite une question, mais là c'est moi qui ai peut-être mal compris les documents. Je ne vois pas l'affectation du résultat qui a été fait. Est-ce que ça sous-entend, monsieur le maire, qu'on va avoir rapidement une décision modificative ou que j'ai mal lu les documents budgétaires, ce qui est possible et qui minore aussi d'autant les recettes. Donc voilà, c'est la troisième question. J'en avais une dernière que je m'étais notée. Oui, là aussi, c'est une question, vous allez pouvoir m'éclairer. J'avais en tête qu'en matière de voirie, on était sur une compétence métropolitaine. On annonce 750 000 € de travaux qui, si je comprends bien, vont être pris sur le budget communal, où on affiche un ciblage des dépenses de la métropole. Et dans ce cas-là, moi je ne connais pas la mécanique, je sais qu'il y a une compensation, je veux bien l'explication. Pascal va vous répondre sur les premières questions. Oui, voilà, merci monsieur le maire pour alors sur l'observation de fond. Voilà, je vais pas. Alors le matelas financier dont vous parlez. Le matelas financier dont vous parlez, il vient abonder tous les ans. Vous allez le voir il vient abonder notre section d'investissement. C'est ce qui nous permet d'investir.
C'est-à-dire une commune, c'est pas un matelas financier, mais heureusement qu'elle a un excédent financier. Ça permet, comme je l'ai dit au début, ça permet notre capacité d'autofinancement. C'est pas un matelas, on investit avec cet excédent financier. Hein, on en a besoin. On en a besoin. Après, dans votre propos aussi, c'est vrai que vous parliez de programmation, mais là on est dans, comment dirais-je, on est dans un débat d'orientation budgétaire pour un exercice comptable qui est en 2026. Là on ne fait pas de prospective à ce jour. On est dans un DOB 2026. Donc, enfin, moi j'ai entendu votre question comme si, voilà, on ne parle pas de 26-32 là, on parle juste de l'exercice comptable. Donc, peut-être j'ai mal compris ou... Alors, sur l'intérêt de provoquer un excédent, toutes les collectivités le font. C'est pas, voilà, je le remarque juste pour dire que je l'ai vu, mais on aurait sûrement fait la même chose. Par contre, une autorisation de programme, justement, elle est pluriannuelle. C'est celle qui permet de cadencer les investissements sur la durée. On est en début de mandature. On se dit que si on a une politique ambitieuse, moi je m'attendais à avoir des autorisations de programme. Je ne m'attendais pas à avoir l'autorisation de programme pour un nouveau gymnase, parce que ce n'était pas dans le programme, dans le vôtre. Mais il y a d'autres investissements et il peut y avoir des autorisations de programme qui permettent de porter les investissements sur la durée. D'accord. Bon, quand même, j'ai entendu M. le maire parler d'un programme pluriannuel d'investissement. Voilà. Là, on est dans le débat, il y a eu ça quand même. Après, pour l'affectation du résultat, là, on est dans le DOB et on en parlera dans le budget. Hein, parce que là, c'est pas le moment, en fait. Dans le DOB, on ne parle pas d'affectation du résultat. On en parlera le 16 avril lors du vote budget. Soyez assurés, M. Julien, que les projets arrivent. On va faire des choses. On sait qu'on a un petit matelas. On va le gérer de la meilleure des manières. On est attaché à ne pas dépenser plus que ce que l'on a, forcément, comme toutes les collectivités, mais soyez assurés que les projets arrivent. Concernant la voirie, effectivement, c'est des compétences métropolitaines. Il y a une attribution de compensation qui est de 450 000 € par an à 500 000 € par an environ. On a souhaité, suite à la campagne et aux différentes remarques qu'on a pu recueillir auprès des castriotes, on a souhaité être assez incisif sur ce domaine-là. C'est pourquoi on a dégagé 250 000 € de plus de fonds de concours. C'est ainsi qu'on arrive à 700 000 € d'investissement sur la voirie pour faire des projets qui seront en cours dans les semaines à venir. On vous dira quelle rue précisément dans les prochaines semaines. On sait, mais on vous le dira plus tard. Juste peut-être pour dire que la convocation pour le budget part demain. Donc vous aurez tous les éléments, hein, puisqu'on envoie ça 2 jours avant, donc demain ça part. Juste dans le débat d'orientation budgétaire que vous nous avez envoyé, après on peut le corriger, hein, j'ai pas de marqué, il n'y a pas de nouvelles autorisations de programme prévues en 2026. D'accord? Donc il y a une autorisation de programme qui est en cours pour le reste des investissements. Je me dis que peut-être que ça serait bien de voter une nouvelle autorisation de programme dans le cadre du budget 2026. Y a-t-il d'autres prises de parole, peut-être pour le groupe majoritaire? Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, à chaque début d'année vient prendre le sujet ô combien important du budget. Ce début de mandat ne coupe pas la tradition, avec cependant une contrainte temporelle non négligeable. Le début d'année est déjà bien avancé. Vous l'aurez compris, le débat d'orientation budgétaire va se dérouler exceptionnellement dans un contexte particulier marqué par des contraintes et des délais serrés. Ce cadre n'est pas le fruit du hasard, mais le reflet d'une réalité nationale que nous subissons tous. Une loi des finances adoptée tardivement, une visibilité limitée et une instabilité économique qui s'installe dans la durée.
Face à cette situation, notre devoir n'était pas de rester dans l'attente, mais bien d'agir, agir avec sérieux, avec lucidité et toujours dans l'intérêt de Castries et des Castriotes. Pour que le budget soit au plus haut, il faut débat. Il faut un débat. Ce débat d'orientation budgétaire ne concerne pas une commune en difficulté, bien au contraire. Castries aborde cette nouvelle année avec une situation financière saine et robuste. Nos ratios d'épargne restent élevés, notre endettement est maîtrisé et notre capacité de désendettement, inférieure à 4 ans et demi, est largement en dessous des seuils d'alerte. Peu de communes peuvent aujourd'hui se prévaloir d'une telle solidité dans un contexte national aussi tendu. Malgré les conditions économiques inflationnistes, malgré la hausse des charges des personnels et des cotisations retraite, malgré les efforts supplémentaires demandés aux collectivités, nous avons fait le choix clair, celui de ne pas augmenter les impôts. Nous avons également décidé de ne pas recourir à l'emprunt en 2026. Ce sont là deux signaux forts. Nous protégeons le pouvoir d'achat des Castriotes tout en agissant maintenant pour préparer l'avenir. Ce débat d'orientation budgétaire est avant tout un exercice de transition. Construire un budget en 2 semaines ne se fera pas avec la même granularité que celui des prochaines années, mais nous devons faire le travail de réflexion de ce que l'on veut et le mettre en adéquation avec ce que l'on peut. Il ne s'agit pas de multiplier les annonces, mais de sécuriser nos actions, de structurer nos priorités et de poser les fondations des années à venir. Ne vous restreignez pas sur vos envies et vos besoins. Ils sont la première pierre de l'édifice que nous voulons construire. Mais pour cette première année, restons pragmatiques avant tout. Nous avons fait le choix de maintenir l'ensemble des services publics, de soutenir le CCAS, les associations, l'éducation, la sécurité, la culture et le sport. Vu le temps imparti, ce budget sera de fait celui de la continuité pour sécuriser nos actions, mais permettra de structurer nos priorités et de poser les fondations pour les années à venir. Notre ambition, c'est de tenir un cap clair, soutenable et cohérent. Que ce soit pour la voirie, le cadre de vie, les mobilités, la sécurité, la solidarité ou l'éducation, nos orientations sont claires et transversales. Nous voulons une croissance maîtrisée, une qualité de vie renforcée et une commune qui garde la maîtrise de ses choix. Que les choses soient claires, ce débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice de communication. C'est un acte de gouvernance. Dans l'urgence, nous avons fait le choix de la clarté. Dans l'incertitude, nous avons fait le choix de la stabilité. Et dans la durée, nous faisons le choix de l'intérêt général. C'est le sens de l'action de la majorité municipale. Je vous remercie de votre attention. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Cabrol. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs présents dans le public et mesdames et messieurs derrière vos écrans. Je prends la parole au nom de la commission sport, vie associative et animation de la ville, que je n'ai pas encore réunie, mais qui, derrière moi, j'en suis persuadé, soutient toutes nos associations pour vous annoncer que nous avons un week-end très chargé. Et ce week-end, donc, nous aurons la 11e course de la Ronde Castriote qui est présentée par le CRC et qui donc regroupera 4 courses, une le samedi qui se veut solidaire et qui donc sera un relais au profit de l'épicerie solidaire L'Étoile, où chacun amène des denrées et l'ensemble repart pour notre épicerie solidaire. Et le dimanche, il y aura 3 courses, 8, 13 et 21 km. Et des courses enfants pour permettre à tout le monde de participer du plus petit. Interventions. S'il n'y a pas d'autres interventions, je lève la séance. Est-ce qu'il y a des interventions dans le public?